C'est le face-à-face avec Apolline de Malherbe jusqu'à 9h sur BFM et RMC. Bonjour Apolline, qui est face à vous. Alain Boer, votre spécialiste des questions de défense. Quelles conséquences et quelle efficacité pour votre C'était première édition avec Zéro Optical. Zéro Optical, le réseau des opticiens en pharmacie. BFM TV face à face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Alain Boer. Bonjour. Merci d'être à nouveau dans ce studio ce matin parce que les jours se suivent mais de nouvelles étapes sont franchies. Ce week-end, évidemment, ces frappes américaines et de nombreuses questions à vous poser. Quelles conséquences, quelle riposte aussi du côté de l'Iran? Quel bilan pour ces frappes en termes d'efficacité réelle? Une opération inédite et puis aussi la question de la menace ici même, non seulement sur le sol européen, mais même sur le sol français. Alain Boer, vous êtes professeur de criminologie au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes spécialiste des questions de sécurité et de défense. J'en profite d'ailleurs pour saluer vos deux derniers livres, Opération Zelensky et Menace sur Taïwan. L'opération qui a eu lieu ce week-end, est-ce qu'elle change totalement la donne? Elle change totalement la donne du point de vue des États-Unis qui, jusqu'à présent, avaient aidé, soutenu, accompagné, mais n'étaient pas intervenus directement en Iran. Les États-Unis sont marqués par l'affaire de 1979, la prise de leur ambassade et 444 jours de prise d'otage du personnel diplomatique qui était présent dans cette ambassade, ce qui est le péché originel de l'Iran, qui explique que les États-Unis attendent depuis 1979 le moment de leur revanche, et l'Iran vient d'offrir, avec l'affaire du 7 octobre, les opérations menées par le Hezbollah et un certain nombre d'opérations dites de proxy, des tentatives d'assassinat, des tentatives d'attentat, l'opportunité pour les Américains de prendre leur revanche. Et le président Trump, qui était souvent taxé de taco dégonflé, Trump always chills out, a pris la décision de sortir de cette idée qu'il proclamait beaucoup mais faisait peu, pour montrer qu'il s'était transformé du dealer, l'homme qui fait des deals, en chef de guerre. Et il a assumé cette position qui montre à quel point il s'est produit un changement très important, autant à Washington qu'à Téhéran. Alors la question évidemment de l'efficacité ou non de ces frappes, mais d'abord sur le mot guerre. L'Iran, par la voix notamment de l'ambassadeur d'Iran en France, dit « Nous ne sommes pas en guerre contre les États-Unis ». Les États-Unis disent la même chose, puisque les États-Unis disent « Nous ne sommes pas en guerre contre l'Iran, nous sommes en guerre avec les capacités nucléaires iraniennes ». Est-ce juste? Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de guerre au moment où on se parle entre les États-Unis et l'Iran? Il y a la guerre quand au moins un des deux protagonistes explique qu'il fait la guerre. Les deux sont d'accord pour dire qu'ils ne font pas la guerre. Donc ce sont des opérations ciblées. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des opérations ciblées américaines contre l'Iran. L'Iran a d'ailleurs répliqué au moins une fois contre une base américaine en Irak. Donc la réplique est toujours mesurée. Et d'ailleurs le discours des autorités iraniennes, c'est nous répondrons de manière mesurée, équilibrée, mais importante, suffisante, d'un niveau qui... Donc tout ça est une logique de l'escalade pour la désescalade, un peu la doctrine militaire russe telle que j'essaie de l'expliquer depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire toujours un moment où il va y avoir un équilibre. Donc nous n'en ferons pas trop, mais nous ferons quelque chose. Donc il y aura une réplique iranienne, quelque part à un moment donné, mais qui ne poussera pas à un nouvel échange à un niveau plus élevé. Après, c'est le président Trump qui décidera, comme vous l'avez vu, de prendre les choses. Un moment, son vice-président dit pas de changement de régime, le président dit pourquoi pas. Il a les On cartes va y en venir main. à cette question évidemment du changement de régime dont on sent bien, et dans les dernières déclarations de Donald Trump encore cette nuit, que ça peut être le deuxième objectif. L'opération en elle-même. Donald Trump dit ce matin que les capacités nucléaires iraniennes sont véritablement touchées. Est-ce qu'elles sont annihilées et est-ce qu'il a les moyens de le savoir? Alors pour Ispahan, c'est à peu près sûr. Pour Natanz, c'est quasiment certain. Pour Fordo, personne n'en sait rien pour l'instant. Disons que Fordo, c'est la pyramide de Khéops sous une montagne de granit. Donc il y a eu beaucoup de dégâts. On peut considérer que le site est enseveli, on ne sait pas s'il est détruit. Et ça ne répond pas à deux questions. Le premier, c'est sur le 4e site dont je vous avais révélé l'existence et la localisation, dont nul ne parle. Et c'est un grand mystère
Et je n'arrive pas à avoir une réponse claire sur et le quatrième site était-il finalisé. C'est un Fordo encore plus fortifié, donc ça n'est pas rien, c'est au sud de Natanz, et on ne sait pas s'il a été ou pas ciblé, touché ou détruit, c'est une sorte de grand silence. Et deuxièmement, c'est les 409 kilos d'uranium enrichi à 60%. Alors, je rappelle que pour faire fonctionner une centrale nucléaire, 4% ça suffit. Pour construire une bombe nucléaire, il faut aller aux alentours de 90. À Fordo, on est allé jusqu'à 83,6%, donc très près. C'est 400 kilos, ça tient en 4 valises ou 6 valises. Ce sont des petits lingots qui doivent être retransformés à l'état gazeux pour être réenrichis. C'est assez compliqué l'enrichissement, mais il y a un problème, sont-ils restés là? 4 valises. Oui, 4 fois 50 kilos. Donc en effet, 6 fois 30. Si les images que l'on a vues, images aériennes de camions qui quittaient les lieux, il peut vraisemblablement y avoir l'eau, ça peut même rentrer dans une simple voiture. Il y a 3000 scientifiques iraniens, ils peuvent en prendre un par un. Le lingot n'est pas extrêmement radioactif. Après, il faut retrouver des centrifugeuses et réavoir les moyens de... Alors sur les 3000 scientifiques iraniens, on va dire qu'une cinquantaine ont été éliminés, une vingtaine des plus importants sont en fuite, ont été transférés vers la Russie. Il reste aujourd'hui un débat assez important sur ont-ils la capacité intellectuelle? Oui, l'Iran est un très grand pays de scientifiques. Ont-ils la capacité matérielle? S'ils ont sauvé tout ou partie du stock enrichi, on va voir, c'est en cours de discussion. Il se trouve que les Israéliens ont un extraordinaire réseau de renseignements humains qui va être capable de dire des choses. Les Américains ont un extraordinaire réseau de renseignements technologiques qui va pouvoir compléter ou confirmer ou infirmer les choses, mais pour l'instant, il y a un doute considérable sur l'endroit du stock et les Iraniens ne manquent pas depuis plusieurs jours de dire qu'ils avaient évacué le stock par avance pour le cacher ailleurs. Il se trouve par la matière, ils mentent beaucoup, mais assez fort. C'est-à-dire que les Américains, c'est le poker menteur et les Iraniens, c'est l'échec menteur ou les échecs menteurs. Mais il y a pour l'instant une réalité qui est qu'il y a un doute, et ce doute a été exprimé y compris par le Pentagone hier. Ce qui voudrait dire, essayons de nous arrêter un instant là-dessus, parce que c'est probablement ce qu'il y a de plus inquiétant en termes de riposte, ce qui voudrait dire que, les attaques qui ont été faites par ces méga-bombes auraient pu détruire éventuellement le matériel, mais pas le stock, et 2, que ce fameux stock pourrait être, à court ou à moyen terme, être utilisé pour faire des sortes de mini-bombes atomiques? Non, le stock ne sert à rien s'il n'y a pas le matériel. C'est pas un processus aussi simple. Donc il faut le matériel, les centrifugeux, il faut reconstruire un dispositif. Et c'est pour ça que la question du quatrième site m'interpelle depuis le début de ces opérations, en me demandant s'il n'y aurait pas d'autres sites secrets. Alors les Israéliens disposent de beaucoup d'informations, d'ailleurs ils continuent à faire beaucoup de frappes. Il y avait cette nuit encore des frappes à Kermanshah, dans l'ouest de l'Iran. Les Iraniens ont eu le temps de se préparer. Je rappelle que l'attaque de Fordo a été préparée en 2011 sous Barack Obama, qui en a fait la démonstration pour la première fois à Ehud Barak, ancien Premier ministre à l'époque, ministre de la Défense d'Israël, dans le désert du Mojave, là où on faisait les essais des bombes nucléaires, avec une réplique de Fordo et la première GBU 57 en prototype. Donc, et Barack Obama avait dit à Ehud Barak, d'après ce que dit Ehud Barak, on l'a, mais pour l'instant, on ne le fera pas parce que les effets secondaires sont considérables et compliqués. Donc ça fait 15 ans que les Américains se préparent à l'attaque de Fordo. Ils en connaissent à la fois l'importance et les limites. Et les limites, parce qu'effectivement, il y a cette question à la fois du quatrième site secret, le secret qui entoure d'ailleurs globalement toute cette opération, y compris le vol même de ces fameux B2, c'est-à-dire essayer de nous expliquer, avec le recul, la stratégie, les leurs, le fait d'avoir parcouru la planète de manière tout à fait invisible, ça paraît assez inouï quand même. Alors c'est un des avions les plus stealth, les plus invisibles du monde. C'est un avion qui a été entièrement construit pour ça. Que lorsqu'il a été présenté dans les premières fois, on empêchait les gens d'approcher pour éviter qu'avec leurs ongles ils grattent la peinture qui elle-même vaut des dizaines de milliers de dollars au centimètre carré. Donc c'était un avion qui a été fabriqué pour ça. Il y en a 21 fabriqués, 18 qui fonctionnent encore. C'est l'avion le plus cher de l'histoire de l'aviation, toutes catégories confondues. C'est le seul à pouvoir porter cette catégorie-là à Whiteman
des bombes de type GBU-57, et quand il décolle quasiment à vide en pétrole. Il faut le ravitailler tout de suite, autrement il n'arrive pas à décoller tellement les bombes sont puissantes. Donc il y a eu 2 escadrilles qui sont envolées, une pour faire de la fumée, de l'enfumage comme on dit, pour les journalistes, les médias et tous ceux qui regardaient les avions décoller. Et qui ont pensé que qui est parti à éventuellement... Guam, et l'autre qui est parti dans un très long vol avec de nombreux ravitaillements, mais il y avait 125 avions dans cette opération. C'est à la fois l'opération la plus longue et quasiment la plus massive qui a été faite depuis la guerre du Golfe. Des avions intercepteurs, des avions brouilleurs, des avions ravitailleurs, des avions de soutien, plus un sous-marin qui a envoyé des missiles Tomahawk pour toucher notamment le site d'Ispahan, mais pas seulement. Bref, tout ça a été une extraordinaire opération de mystification dont on découvrira un jour. J'écrirai probablement un roman dans 1 ou 2 ans pour raconter cette affaire, justement avec le vrai qu'on ne voit pas encore, le vraisemblable qu'un jour on découvrira. Vous savez qu'il a fallu 11 ans pour savoir que les Israéliens avaient mené une opération contre une centrale nucléaire en Syrie, sur le site d'Al-Kibar, où les Syriens et les Israéliens ont décidé de tout laisser secret, les uns parce qu'ils s'étaient fait prendre la main dans le sac, et les autres parce qu'ils ne voulaient pas dire qu'ils avaient attaqué une centrale nucléaire qui avait un objectif militaire. Donc il faut se rendre compte qu'il va y falloir un peu de temps. Mais la réalité de cette opération, c'est un immense succès opérationnel. On peut dire ce matin que c'est un succès opérationnel. Est-ce qu'on peut dire que c'est un succès véritable? C'est-à-dire, est-ce que effectivement, nous le saurons quand? 2 sites sur 3. Prochainement pour Fordo, car il y a des outils qui permettent de voir à l'intérieur de la montagne, en utilisant justement les trajectoires des bombes et ce qu'elles ont laissé ouvert, de voir l'état des destructions en profondeur. Mais on le découvre comment ça? Il faut des hommes sur place? Non, il faut des très bons satellites. Des très bons satellites, ça suffit pour voir ce qui se passe sous la Terre? Ça suffit pour voir suffisamment ce qui se passe, pour voir s'il n'y a plus des débris ou s'il reste une structure béton à peu près plate. Donc il y a des éléments qui devraient permettre de le faire. Par ailleurs, le renseignement israélien est tellement infiltré dans l'appareil d'État iranien que les informations qui sont en train d'être données à la direction des gardiens de la révolution, peut-être au guide qui est totalement enterré dans son coin, mais qui a quand même besoin d'avoir quelques informations, vont lui dire il nous reste quelque chose, il nous reste rien. Les jours qui viennent vont permettre d'avoir un éclairage là-dessus, mais les Israéliens vont continuer imperturbablement à bombarder d'autres sites, plus de missiles. Ça n'est pas terminé. Non. Ça n'est pas terminé, ça va se poursuivre. Une opération de ce genre, c'est entre 30 et 60 jours, quand on est dans une logique à la fois de tapissage et d'élimination, notamment des lanceurs de missiles, puisque la moitié des missiles et probablement des lanceurs ont été détruits, mais il en reste une autre moitié, et l'Iran c'est très grand, c'est 3 fois la France, 90 millions d'habitants, c'est une immense nation de savants, d'ingénieurs, de physiciens, c'est un empire qui n'a pas oublié qu'il l'était, l'empire perse, et qui ont donc encore beaucoup de moyens. Alain Bauer, la question maintenant de la riposte. L'Iran qui menace, je cite, de très lourdes conséquences, y compris aux États-Unis. C'est le porte-parole de l'armée iranienne qui le dit ce matin. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire sur le sol américain, ça veut dire les bases américaines au Moyen-Orient? Ça veut dire tout. En fait, l'Iran a les moyens aux États-Unis avec des cellules dormantes qui sont démantelées régulièrement, ce qui prouve qu'elles existent. Autour du détroit d'Ormuz, qui est un sujet plutôt économique, et sur les 40 000 soldats américains et les bases qui sont installées un peu partout, plus les bâtiments américains, qui beaucoup sont mis à l'abri, mais pas tous, les ambassades américaines, qui sont des cibles privilégiées des attentats terroristes, de faire un certain nombre de dégâts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la riposte, elle peut être militaire, elle peut être terroriste? Oui, bien sûr. Ça a toujours été le cas de l'Iran. L'Iran ne fait pas le différentiel. Les intérêts supérieurs de l'Iran sont ainsi faits que le terrorisme est une partie des opérations normales, entre guillemets, qui sont menées par l'État iranien. Il s'agit d'attaquer un centre culturel juif à Buenos Aires en faisant des dizaines de morts, de tenter une opération contre des dissidents en Europe, ou de mener des opérations ciblées aux États-Unis ou en France d'ailleurs, puisque nous avions démantelé, enfin les services de renseignement français avec beaucoup d'efficacité avaient démantelé, je crois, une opération Marco Polo qui visait à des éliminations ciblées d'opposants ou de responsables politiques français opposants à l'Iran sur les territoires français. Donc la question est réelle. Donc pour l'Iran, il n'y a pas de frontière à la riposte. Ok. Et il y aura une riposte. Et il y aura une riposte. C'est impossible. Pour vous, il n'y a pas de doute. L'Iran a toujours riposté. Mais comme ils l'ont dit eux-mêmes, de manière mesurée, équilibrée, pas trop, mais juste ce qu'il faut. Ils ont un besoin absolu de ça. Et
pour ceux qui ne connaissent pas le chiisme duodécimain, la question du martyr est un élément essentiel pour arriver à la vérité, à la lumière, au paradis, et donc ça fait partie d'un élément Vous tout parlez à fait à naturel. l'instant de la question des chiites. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, parle de l'Iran comme d'un pays terroriste. Visiblement, vous êtes d'accord sur le diagnostic. Et Je pense il un évoque État terroriste, pas un un- pays terroriste. un- Je n'utiliserai pas le mot pays, les Iraniens sont des gens tout à fait normaux. Ils ont une direction et un État totalitaire qui utilise le terrorisme. Voilà. une autorité donc terroriste, un État terroriste comme vous dites, avec la question évoquée par le ministre de l'Intérieur d'une alliance sunnite-chiite qui l'inquiète particulièrement. Il dit que désormais c'est aussi cela qui change la menace. Est-ce que vous avez des informations qui vont dans ce sens? Non, d'abord, ce n'est pas nouveau. Hein. La question, l'ayatollah Khomeini, le premier thème de la République islamique d'Iran, est allé voir au Saïd Qutb, le fondamentaliste sunnite, et donc la relation contre un ennemi commun est assez traditionnelle, que ce soit avec des réseaux égyptiens à l'époque, que ça se passe. Ça s'est fait avec le Hamas, qui n'est pas chiite, ou le Hezbollah qui l'est. On sent bien que les Iraniens, de ce point de vue, ont des alliances très pragmatiques qui ne leur posent aucun problème. Ce qui est nouveau, ça serait l'accélération de ce processus désormais, mais avec qui? Car l'Iran n'a plus d'alliés, il n'a quasiment plus de proxy, il reste les Houthis, ce qu'il en reste, les 3H. Les Houthis, le Hamas, le Hezbollah ont été quasiment éradiqués, mais ils sont encore vivants, même si c'est au prix d'une situation tragique et honteuse d'un point de vue humanitaire à Gaza. Il y a une situation instable un peu partout, mais l'Iran a peu d'alliés. Le Pakistan est le seul à avoir vaguement bougé une oreille. Oman et Qatar disent c'est pas bien, mais surtout on ne veut pas s'en occuper. Même la Chine, vous avez vu, est restée sur un quant à soi. Quant à la Russie, elle a évacué une partie des éléments les plus importants, à la fois des Russes qui étaient à Boucher, la centrale qui existe, et puis d'une partie des savants iraniens, mais personne ne s'agite beaucoup. La question du détroit d'Ormuz, est-ce qu'effectivement il pourrait dans les faits être fermé? Est-ce que ce ne serait pas pour l'Iran une manière de se tirer une balle dans le pied? Si, bien sûr, mais ça n'est pas une question. C'est un concept d'Européen, pardon, de dire ça, mais eux, se tirer une balle dans le pied, c'est pas un sujet. C'est si le martyr doit aller jusqu'à le syndrome de Masada, comme diraient les Israéliens, c'est-à-dire nous mourrons, mais vous mourrez tous, il n'y a aucun problème. Ça n'est pas contraire à l'idée qu'ils se font de leur place et de leur rôle, et donc c'est une possibilité. Je pense que c'est plutôt des micro-attentats, des tentatives d'incendie de navires, des mines flottantes, des opérations de drones contre des vaisseaux. D'ailleurs, beaucoup de navires et notamment de pétroliers se sont détournés depuis hier soir du détroit d'Ormuz. Anticipé en quelque Ont sorte. anticipé et sont en train de prendre des chemins plus longs et plus compliqués. D'abord, ça ne coupera pas l'intégralité de l'approvisionnement. Vous avez noté que les Américains ont parfaitement compris le problème en disant aux Chinois, vous devriez dire à vos amis iraniens que les premières victimes de la fermeture du détroit d'Ormuz, ce soit vous, la Chine. Donc vous devriez leur dire de se calmer. Mais ça veut dire que des navires ont décidé de ne pas y passer, non pas parce que ça allait fermer, mais presque par anticipation du danger. Par anticipation du danger. La question de la position française, vous la comprenez, vous? Alors ça fait longtemps que je ne décrypte plus les positions françaises et leurs aléas, mais si la position française vise à éviter d'être parmi les trois grands satans pour éviter de s'en prendre directement dans la figure, je comprends, parce que la réelle politique, c'est aussi de comprendre même l'incompréhensible, la position du président de la République. Sur le reste, ça dépend à quel jour et à quelle heure et en fonction de quel moment l'idée d'une posture française explique Israël a le droit de se défendre, mais cacher ce missile que je ne saurais voir au salon du Bourget. Il faut la diplomatie, mais je comprends ce qui s'est passé. C'est très très compliqué. En vrai, on est hors jeu. Ah oui, ça, il n'y a pas photo, mais on fait semblant. Mais on continue à faire semblant. Sur la question maintenant de la riposte, lorsque vous disiez qu'il pouvait y avoir aussi une riposte terroriste, parce qu'il n'y a pas de distinction entre ce qui serait de l'ordre du militaire ou du terroriste, est-ce qu'il faut redouter éventuellement une résurgence du terrorisme, y compris sur le sol français? Oui, c'est le cas d'ailleurs. La DGSI, je crois que la DGSE a fait une note fin 24 sur la question en disant qu'il y avait un risque, qu'il était réel. D'ailleurs, il y a eu des démantèlements de cellules dormantes ou de projets d'assassinat, alors plus d'assassinat que d'attentat. On était plus dans l'assassinat ciblé que dans l'attentat, mais ceci est une réalité. Il ne faut pas du tout la sous-estimer, mais il y a une très forte mobilisation des services de renseignement. Et il m'est arrivé d'être suffisamment critique avec eux pour souligner que de ce point de vue-là, ils ne sont pas pris au dépourvu. Ça ne veut pas dire qu'on a 100% de succès de quoi que ce soit, mais en tout cas, ils ne seront pas surpris. Il y a une expression qui est utilisée depuis 24 heures, qui est l'expression de bombe sale. C'est quoi une bombe sale et où est-ce que ça pourrait être utilisé? Alors une bombe sale, c'est quand on prend des résidus NRBC, chimiques, bactériologiques, etc., et qu'on les dépose pour
dans l'eau, dans un circuit d'air, de césium, dans une réserve en général d'eau ou d'alimentation de quoi que ce soit. Et donc ça provoque beaucoup d'effets avec beaucoup de gens malades, une espèce de terrorisation générale. La dilution fait que ça marche pas très bien, mais l'idée simplement a autant d'effets que l'idée d'avoir une petite bombe nucléaire. L'idée, la menace simplement elle-même, c'est déjà ça, une forme de terrorisme, d'angoisse, de terreur. Bah oui, une bombe sale, ça explose, ça fait des morts et des blessés, la question est terminée, vous reconstruisez, vous soignez. Une bombe sale, en fait, vous avez le sentiment que tout le monde va être malade, qu'on est dans des processus immaîtrisables, qu'on peut soi-même être atteint, on ne va plus dans des lieux publics, donc il y a un effet de terrorisation par le fait que le problème n'est pas l'explosion, mais la diffusion. Merci beaucoup Alain Boer d'être revenu ce matin pour effectivement refaire le point. Vous nous le dites ce matin, il n'y a pas de guerre à proprement parler dans la mesure où ni les États-Unis ni l'Iran ne le disent comme tel, mais des opérations et des opérations qui pour le coup pourraient durer. Alain Boer, professeur de criminologie au CNAM, vos 2 derniers livres, Opération Zelensky et Menace sur Taïwan, vous écrivez déjà le prochain. Il est 8h52 sur RMC et BFM TV. Et sur BFM TV, on poursuit bien sûr cette édition spéciale avec les toutes dernières informations de la nuit. La réponse de l'Iran, vous l'avez vu, qui promet une riposte. Alain Boer nous disait à l'instant que la riposte aurait lieu. Ce n'est qu'une question désormais de savoir où, quand, comment, mais qu'il n'y avait aucun doute sur le fait qu'il y aurait bien une réponse. Nous serons dans un instant en direct à Washington, en direct en Israël, en direct en Iran. Et puis on garde un œil aussi sur les réactions du monde entier. Est-ce que la Russie va aider l'Iran à entrer à son cours dans le conflit? Le ministre des Affaires étrangères russe doit prendre la parole dans une vingtaine de minutes. Nous sommes ensemble. Ah ben voilà, il va répéter ça.